merci, puis bonjour à tous. Et effectivement, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre et puis à répondre aux questions que moi je vous poserai. Donc la thématique de mon intervention est celle qui est écrite là, c'est-à-dire gérer sa recherche d'emploi en alternance en projet en s'appuyant sur son réseau. Alors pourquoi cette thématique? Parce que quel que soit votre niveau actuel, c'est-à-dire que vous alliez intégrer des études supérieures, que vous soyez en cours de ces études supérieures, que vous ayez fini ces études supérieures, vous allez vous retrouver face à un marché de l'emploi qui ne fonctionne pas comme le marché de l'emploi des gens qui sont moins qualifiés. On est sur un marché de l'emploi qui a des codes, qui a des voies, qui a des débouchés qui sont très différents selon la façon dont on gère son entrée depuis le départ sur ce marché. C'est ce qu'on va essayer de voir là. Ah, ça pourrait marcher. Hein? Ah oui, c'est ça. Alors, je vais vous présenter quand même en quelques mots ce que je fais, pourquoi je suis là, puis après on va essayer de partir de la compréhension de la façon dont les gens recrutent des emplois qualifiés. Parce que souvent, quand on cherche un travail, on se regarde de soi, et on ne se demande pas quels sont les attendus, quels sont les buts, quels sont les process et le fonctionnement des gens qui sont en face de vous et qui vous recrutent. Et ça amènera la réflexion derrière, c'est-à-dire comment on se met en mode projet pour augmenter ces choses, ces chances, et comment on utilise Ignite comme ossature de sa recherche. Je reviendrai là-dessus, puis après ça sera des échanges et des questions. Alors, je suis le délégué régional d'une association qui s'appelle NQT, qui est une association nationale qui existe depuis 18 ans et qui a un but relativement simple, c'est aider des jeunes diplômés ayant au minimum Bac plus 3 ou en fin de leur Bac plus 3, puisque ça concerne également les stagiaires de fin de Bac plus 3, à trouver soit l'alternance qu'ils cherchent, soit un travail à leur niveau. Le vrai but de notre action, c'est ça, c'est d'aider les gens à trouver un travail qui est conforme à leurs compétences, à ce qu'ils ont envie de faire, et qui est le meilleur travail pour le début de leur carrière. Et on le fait essentiellement par un dispositif de mentorat professionnel, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des entreprises, mais avec d'autres types d'entités qui représentent l'emploi, et sur la base de ces partenariats, on va aller voir les collaborateurs expérimentés de ces entreprises, on va leur proposer de mentorer, de donner un coup de main à des gens qui sont dans le même domaine de compétences qu'eux. C'est une première rencontre professionnelle, qui a deux buts, peut-être positionner justement son projet de recherche d'emploi par rapport à la réalité de ce que va être son futur métier, puis le deuxième but, c'est aussi peut-être de se faire ouvrir des portes et de ne pas être seul dans sa recherche d'emploi. Parce que souvent, surtout quand on est qualifié, on est un petit peu isolé dans son fonctionnement, on peut parler avec sa famille, etc., mais ce n'est pas une vraie indication sur la façon d'aller là-bas, et pouvoir parler avec un professionnel qui est globalement dans le même domaine, c'est pas mal. C'est quelque chose qui marche très bien. On a accompagné l'année dernière un peu plus de 600 jeunes sur la région Est, on va en accompagner plus de 1000 l'année prochaine, et dans notre région, c'est un peu supérieur au national, on a 78% des gens qui sont sortis avec une sortie favorable de ce dispositif. C'est-à-dire soit qui ont trouvé un emploi à leur niveau, soit qui ont trouvé l'alternance qu'ils cherchaient, soit qui ont repris leurs études. Donc c'est quelque chose d'efficace, ça veut dire que la majorité des gens qui ont suivi le dispositif jusqu'au bout en sont sortis positivement. C'est totalement gratuit, on est sur du coaching, on y consacre 2-3 heures par mois avec un professionnel qui a décidé de vous accorder du temps. Donc je vous mettrai mes coordonnées à la fin pour ceux que ça intéresse, et on sera ravis de vous accueillir dans le dispositif. Le site nqt.fr. Alors, quand vous faites un recrutement qualifié, vous êtes, et on va se mettre cette fois-là du côté du recruteur, vous êtes soumis à plusieurs impératifs. Le premier, c'est repérer le bon candidat, et ce n'est pas évident. Il y a une pénurie de profils qualifiés sur le marché, et il y a des tas de profils qui ne sont pas exactement ce que vous cherchez, donc on est face à une espèce de vivier très large et dont on ne voit pas forcément tous les aspects. Surtout que plus vous recrutez quelqu'un de qualifié, plus vous prenez de risques, puisque vous allez lui donner des responsabilités dans votre entreprise. Donc vous êtes un peu réduit dans votre process de recrutement, parce que vous êtes toujours là à vous demander, si je prends ce candidat-là, quel va être l'impact dans mon fonctionnement. Et dernier point, et ça c'est une règle pour toute société, il faut économiser du temps. Il faut économiser du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire économiser du temps? C'est finalement avoir moins de candidats, mais mieux ciblés, mieux repérés, pour tout simplement pas avoir des centaines de candidatures sans intérêt à trier.
Donc voilà la problématique auquel se soumet le recruteur. Donc vous, comme candidat, il va falloir se demander comment vous pouvez lui simplifier la vie. Et pour pouvoir se demander ça, il faut partir de ce qu'est aujourd'hui un processus assez standard de recrutement dans une entreprise. À votre avis, si je suis DRH, je cherche à recruter quelqu'un qui est qualifié, que ce soit un alternant, que ce soit un nouvel emploi, j'ai un peu de temps pour le faire, donc je ne suis pas dans l'urgence. Comment je peux faire savoir que je recrute? Pour essayer de respecter ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire économiser le temps, prendre le moins de risques possible, comment je peux faire savoir que je recrute? C'est une question ouverte, hein, vous avez le droit d'essayer de répondre. Si vous êtes recruteur demain, vous voulez recruter quelqu'un, vous allez faire comment? Le plus simple, c'est déjà de faire publier, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des affiches qu'on met dans des zones clés, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce que vous appelez une zone clé? Si on sait qu'on cherche par exemple un profil, bon, je prends ici dans le cas ici qui est dédié à l'énergie, on va chercher dans les IUT liés à l'énergie, ou plutôt dans des forums qui sont spécifiques à ce sujet-là, ou aller à des salons de recrutement aussi, ça se fait encore un peu, si de moins en moins, je pense. Je pense qu'il veut encore un circuit plus court. Ah non, mais je veux tous les circuits, celui-là est intéressant, il répond à une des choses. C'est-à-dire, on revient un petit peu quand même à économiser du temps. Parce que si effectivement je place bien mes affiches, potentiellement, j'aurai moins de candidats farfelus. Puisque les gens qui vont regarder sont des gens qui se baladent dans un univers où il y a potentiellement les gens que je cherche. Okay. Mais je vois le mieux, c'est le réseau. On peut demander aux personnes qui sont dans le domaine parce qu'ils connaissent encore d'autres personnes. Tout à fait. C'est aujourd'hui la voie d'entrée de la majorité des recrutements. On en a eu tout à l'heure une démonstration en alternance dessus. C'est la voie d'entrée de la majorité des recrutements, tout simplement pour cette question d'économie du temps. Si vous vous placez dans l'optique du recruteur, la cooptation, c'est la voie royale. Alors attention, pas du tout à confondre avec le piston. C'est quoi la cooptation? C'est ce qui vient d'être décrit là. Je dis à mes collaborateurs proches que je cherche un profil, je dis à mon réseau proche que je cherche un profil, et on va amener vers moi des gens très qualifiés. Puisque finalement, si c'est un de mes collaborateurs qui l'amène, il va amener quoi? Il va amener quelqu'un dont il sait que le profil correspond à ce qu'attend mon entreprise, et où globalement, il prend le risque de le coopter, donc il pense que la personne a une valeur. Donc, c'est un gain de temps phénoménal, puisque par la place d'avoir à traiter 100, 150 candidatures, j'en ai 3 ou 4. Ça ne veut pas dire que je vais les recruter. Hein. Après, il faut voir si c'est une adaptation dessus. Donc, c'est vraiment une voie de plus en plus importante. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pèse en pourcentage aujourd'hui dans le recrutement qualifié? Ça, c'est les chiffres de Pôle emploi. Essayez quelque chose. Si vous n'êtes pas bon, il va vous dire plus. Allez-y. Plus, moins, si vous êtes chaud, froid. 80%. Ah non, 80%, à ce moment-là, il n'y aurait plus de place pour autre chose. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, il n'y aurait plus de place pour autre chose. Oui. Oui, vous êtes assez proche. Et c'est déjà 40%, c'est encore un peu haut, mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, c'est aux alentours d'un emploi sur 3. Un emploi sur 3 ne vient jamais sur le marché du travail, ne fait jamais l'objet d'aucun affichage nulle part. Et c'est souvent les meilleurs si vous y réfléchissez. Parce que si si je coopte quelqu'un vers l'entreprise, c'est que j'ai une certaine confiance dans la personne que je coopte, mais en même temps, si je propose un poste de mon entreprise, c'est que j'y crois, surtout à quelqu'un que je connais. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui... Donc on comprend bien qu'il y a 30% des offres d'emploi qu'on ne voit jamais. Oui, 30%, c'est en évolutif. En plus, il y en a d'autres que je vais voir après, qu'on ne voit pas non plus de façon visible. C'est très différent d'un secteur professionnel à l'autre. Ça dépendra aussi du secteur où vous êtes. Par exemple, dans des métiers qui sont pourtant en tension, comme le BTP ou l'industrie, ce n'est pas encore quelque chose d'extrêmement présent. Ça existe, mais ce n'est pas extrêmement présent. Par contre, si vous faites de l'informatique, c'est plus de 2 recrutements sur 3 qui se jouent par cooptation. Et c'est forcément les meilleurs. Après, on considère qu'il y a environ 80% des entreprises qui recourent d'une façon plus ou moins forte à la cooptation. Et il y a des entreprises, notamment dans l'informatique, où c'est extrêmement organisé. Je connais une entreprise sur la région de Strasbourg, vous cooptez quelqu'un, c'est en informatique, vous cooptez quelqu'un, il reste, vous touchez 2 000 € de prime. Voilà. Donc c'est un premier biais. L'intérêt candidat, il est évident. Vous économisez ce qu'il y a de plus compliqué dans une recherche d'emploi, c'est écrire et pas avoir de réponse.
pour aller directement à ce qui est essentiel, c'est faire un entretien. Par contre, ça nécessite d'avoir du réseau. Parce que ça ne marche que si vous avez du réseau. Qui a du réseau ici? L'ancien élève, les deux anciens élèves. C'est les deux seuls qui ont du réseau. Donc ça veut dire, oui, là, oui, le prof aussi, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous avez la réponse à ma question. Les personnes vont l'embaucher, parce qu'il est prof. Ouais, parce qu'il a du réseau. Non, mais pour les autres, vous avez la réponse à ma question. Ben, je regrette, vous avez du réseau. Là, là, là. La seule question qui se pose, c'est comment vous le développez, comment vous l'utilisez. On reviendra sur cet aspect-là tout à l'heure. Mais vous ne pouvez pas faire des études sans avoir du réseau. Parce que tout simplement, vous avez des gens qui sont en cours avec vous, vous avez des profs, vous avez des gens qui sont sortis de la même unité que vous il y a plusieurs années, et vous avez des gens que vous rencontrez dans le cadre de vos stages, etc. La question, c'est comment on joue et quelle est l'utilité de ce réseau derrière. Donc la cooptation, c'est très bien. Ça ne couvrira jamais la totalité des besoins d'une entreprise et ça ne serait pas sain, parce qu'on recruterait toujours les mêmes personnes. Hein, on se coopterait. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, je vais tout de suite aller là-dessus. Très souvent, le deuxième réflexe, on fait de la cooptation et après, on va publier son offre, pas forcément en affichage comme vous l'avez indiqué, mais on va publier son offre soit sur le site de l'entreprise, si l'entreprise a un volume suffisant, soit dans un réseau spécialisé, par exemple les bailleurs sociaux ou un site de recrutement. Quand les bailleurs sociaux recrutent, les plus gros en général commencent par diffuser leur offre sur le site des bailleurs sociaux. L'intérêt entreprise, c'est toujours la même chose, économiser du temps. Vous aurez beaucoup moins de candidats qu'une offre en visibilité pleine, mais globalement, c'est des gens qui vous connaissent et qui vous suivent. Si je me replace du point de vue candidat, ça a un intérêt, c'est que vous êtes dans un flux moins important. Donc, une candidature qui est moins parfaite, qui n'est pas exactement adaptée, a plus de chances d'être lue s'il y a quelque chose, s'il y a de la matière dedans. Donc, vous augmentez globalement vos chances de sortir du lot. Je vais mettre à part du processus, on pourrait dire, j'aurais pu passer l'autre. Je vous donne la suite. Mais on va mettre à part du processus les cabinets de recrutement et les intérims spécialisés. Je les mets à part parce que c'est un choix de l'entreprise qui est un choix économique. On paye des gens pour se rapprocher de ce qu'est la cooptation, ce que je décrivais tout à l'heure. Et ça coûte relativement cher. Par contre, vous, candidat, à tout niveau, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Il existe des agences d'intérim où il y a de l'alternance. Ils font exactement comme sur un contrat d'emploi, à part que le contrat qui est derrière est de l'alternance. Alors c'est marginal, mais Manpower, par exemple, le fait dessus. Donc ça peut être une première base. Et quand vous êtes en sortie d'études, souvent on se dit, je ne vais pas aller voir un cabinet de recrutement, je ne suis pas assez qualifié. Ça ne fonctionne pas comme ça, un cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement, il est là pour satisfaire aux besoins de ses clients. Et si vous êtes dans des métiers en tension, et dans les formations de l'IUT, il y a un certain nombre de gens qui vont sortir dans des métiers en tension, même avec très peu d'expérience, vous êtes tout à fait susceptible d'intéresser un cabinet de recrutement, et ça se cherche. Sur l'intérim, c'est exactement le même raisonnement. L'intérim, c'est plus uniquement pousser des chariots dans les entrepôts d'Amazon. Aujourd'hui, il existe toute une partie de l'intérim qui est un intérim spécialisé, qualifié, on va dire un intérim cadre, qui est souvent une voie très très intéressante vers l'accès à l'emploi, parce que la plupart des contrats ont pour but l'embauche au bout du temps, et ça ne coûte rien d'essayer. Par contre, ce n'est pas l'agence d'intérim du coin de la rue. Il faut chercher sur Internet par rapport à votre fonction, par votre recherche, et vous mettez intérim derrière, et vous verrez apparaître ces filiales spécialisées ou ces services spécialisés dans ces agences d'intérim. Donc le site d'entreprise, c'est une première chose, et puis après, une fois que je mets à côté salon et forum, ça c'est souvent pour des recrutements dans des métiers en tension, ou quand on cherche des alternants, qu'on cherche des gens plus jeunes, donc ça c'est un schéma tout à fait différent. Et puis au bout de ça, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui constitue 95% de la recherche de toute personne qui cherche du boulot. Indeed, Cadre Emploi, Jobest, Le Bon Coin, pendant qu'on y est. Le quoi? Oui, voilà. Oui, et puis Pôle Emploi aussi, Pôle Emploi qui a fait qui a maintenant un site très performant en matière d'emploi. Mais donc ces sites-là, il y a plein d'offres intéressantes sur ces sites, et heureusement d'ailleurs, parce que autrement ce serait vraiment compliqué de trouver du boulot.
Pourquoi il y a plein d'offres intéressantes? Déjà, parce qu'il y a des entreprises dont le seul process de recrutement, c'est de mettre une offre sur ce type de site, et ils ont les capacités pour les traiter derrière. Après, il y a des entreprises qui sont des très grosses entreprises, elles ont toujours des besoins de recrutement, elles ont d'énormes services recrutement, donc elles publient, elles publient, elles publient. On peut avoir à l'inverse des toutes petites entreprises. Elles n'ont pas souvent des offres, donc elles vont en mettre une parce que c'est leur moyen de recrutement. On peut être dans des métiers en tension, où il faut absolument être présent partout pour recruter des gens. Donc il y a plein d'offres intéressantes. Le problème, c'est que vous êtes en hyper-concurrence. Vous êtes en hyper-concurrence puisque l'immense majorité des gens qui cherchent du boulot font comme ça. Donc vous allez vous retrouver. Je vais vous illustrer par une anecdote qui m'est arrivée. J'étais il y a quelques années en attente pour un rendez-vous dans une entreprise qui s'appelle Sogefi, qui a un équipementier auto-industriel. C'est une entreprise qui travaille beaucoup sur l'alternance. Et la seule façon dont elle recrute ses alternants, elle publie des offres sur Indeed. Et c'est de l'automatisme industriel, c'est de l'informatique industrielle, c'est tous les métiers qui tiennent dans ce truc-là. Et c'est très sympa pour les gens qui cherchent une alternance parce que vous avez des très belles offres. C'est une entreprise qui a l'habitude d'employer des alternants et qui, globalement, leur donne des vraies missions. Donc c'est super. Et puis ce qui est encore plus super, c'est que quand j'étais dans la salle d'attente, il y avait 4 personnes avec moi, ils étaient les 4 dans la même classe. Mais il n'y avait qu'un seul poste. Voilà, c'est ça l'hyper-concurrence. Et puis surtout, pour finir sur ça, si on en croit les chiffres de Pôle emploi, que j'aime bien citer, il y a environ 20% des offres qui sont obsolètes sur un site de ce type-là. C'est normal, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Parce que soit elles sont passées dans les process d'avant, soit globalement elles sont en cours de comblement. C'est normal, ça fait partie de la vie, je veux dire, le monde économique, où soit on a décidé de plus recruter, soit il y a eu n'importe quoi, une promotion interne, etc. Bon, ce n'est pas vraiment le problème, c'est aussi, et vous le constaterez, vous l'avez peut-être déjà constaté si vous avez utilisé ce biais-là, c'est qu'il y a aussi toute une série d'offres qu'on ne peut pas qualifier autrement que d'offres toutes pourries. Hein, l'offre toute pourrie, elle a 2 catégories à mon avis. La première, c'est la recherche du mouton à 5 pattes, c'est-à-dire que globalement, on cherche quelqu'un super qualifié, super jeune, et qui gérera la moitié de l'entreprise et qu'on est prêt à payer au lance-pierre. Et puis d'un autre côté, il y a des offres qui sont des pratiques de certains cabinets de recrutement. On publie des offres pour se faire des portfolios, pour aller démarcher des clients. En vérité, il n'y a pas d'embauche directe. Donc, il y a un côté assez désespérant si on s'appuie là-dessus. Et c'est pour revenir à ce que je veux dire, vous voyez bien qu'à l'origine de tout ça, il y a gérer sa recherche d'emploi en projet. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir participer d'une façon ou d'une autre à la cooptation, si vous voulez savoir où sont les opportunités, en identifiant bien les bonnes entreprises et les bons endroits où aller, vous allez devoir faire un travail préalable à votre recherche d'emploi et surtout pas limiter votre recherche d'emploi à faire des alertes sur Indeed que vous traitez tous les matins, avec tous les gens qui sont dans la même situation que vous. Est-ce que je fais un petit arrêt là-dessus, des réactions, des questions complémentaires, des réflexions? Moi, j'ai une petite question, si vous me permettez. Bien sûr. J'aimerais bien, si c'est possible, que vous précisiez un petit peu la démarche de travail préalable à la recherche d'emploi. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de citer des étapes qui c'est ce qu'on va faire. vers une vraie recherche préalable efficiente? Oui, c'est exactement ce qu'on va faire, mais je voulais le mettre dans le contexte avant. Et maintenant, on arrive tout de suite à ce qu'il faut faire. La première chose que vous... Non, c'est super, je suis content d'être dans le trend. La première chose qu'il faut faire, c'est être capable de répondre aux 3 questions qui sont là. C'est-à-dire, si vous vous lancez dans votre recherche d'emploi sans avoir répondu de façon exhaustive aux 3 questions qui sont là, eh ben, vous êtes globalement dans une recherche tronquée et beaucoup moins performante que ce qu'elle pourrait être. Alors, on va les prendre un petit peu après. Où je suis attendu, pourquoi y faire, qui sont les opérateurs en la matière. Où je suis attendu. Très souvent, quand on est dans une formation, ou quand on a un diplôme, ou quand on a fait un boulot, le où je suis attendu, c'est ce qu'on a toujours eu en tête. C'est-à-dire que globalement, on se dit, je suis technicien en maintenance industrielle, je vais travailler dans une entreprise industrielle. Voilà. Or, dès que vous vous intéressez à la question où je suis attendu, et on va le voir un petit peu comment on fait derrière, on va se rendre compte qu'en vérité, le domaine des possibles est largement plus élevé que ça. Et quand on commence à trouver des choses qui sortent justement de ce qu'on avait prévu, qu'on se retrouve
sur des choses en périphérie de ce qu'on avait prévu. La deuxième question, c'est pourquoi y faire. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on est attendu pour faire des choses qu'on pensait être la ligne logique de sa formation, et qu'en vérité, on est aussi attendu pour faire plein d'autres choses qui sont en périphérie de cette action et qui peut-être vous intéressent plus ou peut-être sont plus porteuses derrière. Et puis une fois qu'on a répondu à ces deux questions, après on tire sur la toile et on va aller vers la troisième question qui va élargir considérablement les choses, c'est qui sont les opérateurs en la matière pour avoir la vision la plus large possible du marché. Donc le but du jeu, c'est d'avant de se lancer dans sa recherche d'emploi, d'avoir le domaine des possibles, toute la constellation des possibles devant soi. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire des choix de ce qui vous intéresse, de ce qui ne vous intéresse pas. On va pouvoir adapter sa recherche d'emploi en fonction des domaines où on veut aller. Et comment le faire? Alors, il y a plein de façons de le faire, mais moi, je vais en prendre une particulière. Alors, je vais faire juste un petit trait sur l'alternance d'abord, et après, je vais en faire une particulière qui est tout simplement utiliser un outil qui est super en la matière, qui est LinkedIn. Et je vais vous expliquer comment faire par rapport à ça, pour être très pratique. Et je vais être très pratique aussi dans la première chose. Je dis à chaque fois que je passe dans des IUT ou dans des universités, on accompagne, nous, beaucoup de jeunes en alternance. On accompagne des jeunes en recherche d'emploi ou en recherche d'alternance. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours dans la recherche d'alternance, c'est qu'on ne se pose pas une question de base qui est toute bête. Où les gens qui étaient l'année dernière dans la même classe que moi ont fait leur alternance. Alors vous allez me dire, oui, l'école me le dit, oui, l'école a des entreprises référentes, etc. Oui, l'école dit des choses. Oui, l'école a des entreprises références, mais c'est qu'une petite partie de l'iceberg. Il y a des tas de choses, il y a des tas d'entreprises qui ont reçu des stagiaires, reçu des alternants, qui ont été contents de ces alternants et de ces stagiaires, et qui passent complètement en dessous du radar. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'avais été sollicité pour prendre quelqu'un en communication en stage dans mon association. Je n'avais pas de projet, mais le profil était intéressant et je venais d'arriver en Lorraine. Je me suis dit, tiens, on pourrait faire un événementiel. On va faire un gros événementiel. Je vais demander à la personne, elle était en DUT à l'époque, et je lui ai demandé, est-ce que tu veux gérer ce projet? Et elle l'a fait super bien. Le truc a été une réussite, on a reçu 150 personnes, il y avait des politiques, il y avait des choses comme ça. C'était parfaitement organisé, et elle a eu la meilleure note de mémoire de toute sa promotion. Je me suis dit, l'année suivante, je vais être submergé de candidatures. Je n'ai jamais eu personne qui m'ait contacté. Juste pour donner une illustration derrière. Donc, vraiment, vous êtes en recherche d'alternance, vous prenez l'année d'avant, vous vous mettez devant l'amphi, et vous interrogez tout le monde, pas uniquement vos copains. Vous interrogez tous les gens qui sortent, où tu as fait ton alternance, où tu as fait ton stage, est-ce que tu en étais content, est-ce que tu n'étais pas content, et tu notes. Et à partir de là, on est dans où je suis attendu, pourquoi y faire, et on a déjà une vision beaucoup plus large qu'au départ, et on fait des choix par rapport à ça. Donc ça, c'était juste par rapport à l'alternance. Mais le réseau, la réponse à cette question, elle se construit dès le départ. Et ce que je vais dire sur LinkedIn, ça correspond aussi bien à ceux qui vont rentrer en études supérieures l'année prochaine que ceux qui en sont déjà sortis. Il n'y a pas de date pour commencer ce travail. L'immense majorité d'entre vous n'ont pas de réseau. Ça tombe bien, vous ne devez pas avoir non plus un profil LinkedIn très adapté à votre recherche. Donc on va partir sur une page blanche. Vous allez commencer par mettre les 5, 6, 10 étudiants que vous avez identifiés, que vous connaissez, qui ont a priori un profil LinkedIn. Voilà. Vous allez mettre vos profs, qui eux ont peut-être un profil LinkedIn, pas tous, mais certains. Certains. Bon, globalement, même s'il y a des profs qui n'ont pas de profil LinkedIn, vous allez quand même en trouver, même si tous les étudiants n'en ont pas, vous allez aussi en trouver. Allez, on va réduire, vu la réaction de la salle, on va réduire à 10. C'est pas difficile de se mettre en relation avec quelqu'un sur LinkedIn. Ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on leur envoie une demande de connexion sans leur expliquer pourquoi. Mais si vous mettez juste une phrase en disant voilà, on a fait les mêmes études, on était dans le même IUT, je me destine à votre métier, ils acceptent quasiment systématiquement. Ce qui est intéressant dans LinkedIn, c'est que quand vous êtes en lien avec une personne, vous avez un accès immédiat à tous ses contacts à lui. En général, la moyenne de contacts sur LinkedIn, c'est 300. Donc même si vous avez 10 personnes, vous avez une visibilité sur 3000 noms, et même en réduisant les doublons, vous avez une visibilité sur 2000 personnes. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ces 2000 personnes? Si vous avez mis
vos collègues étudiants, les gens que vous avez croisés qui étaient peut-être dans les années d'avant, vos profs, les quelques personnes que vous avez rencontrées en entreprise dans vos stages. Ben, vous allez voir d'autres étudiants de votre promotion, donc vous ne saviez pas qu'il avait un profil LinkedIn. Vous allez voir des étudiants qui sont sortis il y a 3, 4, 5 ans, 10 ans de ce dispositif. Vous allez voir des gens qui travaillent et qui font la même chose que vos contacts en entreprise. Vous allez voir des gens qui font la même chose que vos contacts en entreprise et dans d'autres entreprises. Et le but du jeu, c'est de tirer là-dessus, d'enquêter et d'arriver à se faire peut-être 100, 150 contacts qui sont tous en relation avec votre recherche d'emploi. Alors il faut y consacrer le temps nécessaire, je dirais, pour étendre son réseau à une centaine de personnes en parlant d'une dizaine, ou une semaine, quoi. 3, 4, 5 heures de travail effectif, environ une semaine pour que ça commence à réagir. Donc on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez bien, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez fait ça? Là, on revient au slide d'avant, où je suis attendu. Vous allez voir des gens qui ont finalement le même profil que vous, ou en tout cas des profils qui sont proches de l'autre, et qui font des choses à des endroits où vous ne pensez pas du tout être intéressants. Si je reprends mon technicien en maintenance industrielle, très rapidement, celui qui fait cet exercice-là va trouver un certain nombre de gens qui travaillent dans les hôpitaux. Parce que les hôpitaux sont des très gros employeurs en maintenance industrielle. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense immédiatement, intuitivement. Après, si on y réfléchit, on se dit, ouais, l'hôpital, c'est quand même une immense machinerie avec des trucs qui courent partout, des archives, etc., les médicaments qui se déplacent, etc. C'est plus logique. Je vais voir ça. Donc, question d'après, pourquoi? C'est ce que je viens d'appeler là. Pourquoi ça intéresse là-dedans? Question suivante, qui sont les opérateurs en la matière? Donc, s'il y a des gens qui travaillent dans un hôpital, ça veut dire que dans tous les hôpitaux, il doit y avoir des gens qui travaillent. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, dans les grosses cliniques aussi. Vous voyez un petit peu l'idée générale. Donc on est là vraiment sur quelque chose qui amène une réflexion, et à chaque fois on se demande pourquoi y faire. Parce qu'on peut avoir aussi, on voit quelqu'un, il est à un endroit et on ne comprend pas du tout pourquoi. Et bien on creuse et on va se rendre compte qu'il y a une raison. Alors sauf une personne qui a vraiment changé d'activité, puis dans ce cas-là, c'est une fausse piste derrière, mais dans la majorité des cas, il y a un lien. Et ça augmente considérablement ce qui est possible. Et après, on fait des choix par rapport à ça. Après, globalement, ce n'est pas difficile, une fois que vous avez créé votre réseau. Le but, ce que je viens de présenter, c'était démarrer son projet. Où je suis attendu, pourquoi y faire, qui sont les opérateurs en matière. La deuxième étape, c'est tout simplement de se rapprocher le plus possible de la cooptation. Parce que si vous avez regardé, c'est la voie royale. Quelle que soit la façon, c'est la meilleure voie. Et à côté de la cooptation, il y a la candidature spontanée qui tombe au bon moment. Mais celle-là, elle est issue très souvent d'exactement le même principe que la cooptation. Donc vous avez vos 100 ou 150 contacts qualifiés. LinkedIn, ce n'est pas dévorant, 15 minutes, 20 minutes par jour. Vous apprenez ce qui se passe dans votre domaine professionnel. Vous apprenez les perspectives, les nouveaux projets, les mutations. Éventuellement, vous voyez assez régulièrement passer des offres d'emploi ou des perspectives d'emploi. Donc, 15-20 minutes, vous êtes parfaitement dans l'actualité. Et puis après, vous allez faire ce qu'on fait sur un réseau social, c'est-à-dire créer du lien, liker, commenter. Il ne faut pas se précipiter. J'accompagnais une jeune fille qui, elle venait de juste passer un contact dans ce qui l'intéressait, elle voulait déjà envoyer son CV. Voilà. Une fois qu'on est identifié, on peut commencer à aller vers là. Mais d'abord, on like, on commente, on pose des questions. Si les gens sont sur LinkedIn, c'est qu'ils ont envie de communiquer. Donc en général, ils se feront un plaisir de vous répondre si vos questions sont pertinentes ou d'ajouter quelque chose à vos commentaires si les commentaires sont intéressants. Donc ça permet de créer du lien. Et puis après, progressivement, on se rapproche de la cooptation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de la cooptation? Il y a un moment, quand on voit une offre d'emploi, si je prends cet exemple-là, on dit, est-ce que tu penses que mon profil pourrait intéresser? Puis après, peut-être, est-ce que tu as envie de porter mon CV? Et peut-être, à un certain moment, et c'est ce qui se passe dans les jeunes qu'on accompagne, c'est vous qui êtes repérés, on vient voir. Ou on publie sa propre offre. Je viens de le faire pour une jeune fille qui cherchait une alternance en comptabilité. On a utilisé un peu tout notre réseau, ça a dû toucher à peu près 2500 personnes. Il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont pris contact. Voilà, on est sur le réseau. Ça nécessite quand même un petit point de travail.
faites attention, faites un bon profil. Et un bon profil, ce n'est pas un profil qui se regarde le nombril. Vous êtes en recherche de quelque chose. Donc vous devez, c'est votre page marketing, votre profil LinkedIn. Donc globalement, vous dites clairement ce que vous cherchez, vous mettez clairement où vous êtes dessus, vous remplissez de façon la plus exhaustive possible votre profil LinkedIn, vous en faites un instrument sérieux, tout simplement. LinkedIn a des algorithmes qui sont très très performants, donc si on fait bien ce travail, il saura aussi lui faire les liens et vous faire les bonnes propositions qui sont derrière. Dernier point, sur LinkedIn vous avez des profils personnels, mais vous avez aussi des pages d'entreprise. Donc quand vous allez créer votre réseau, repérez les pages d'entreprise qui vous intéressent et n'hésitez pas à vous abonner, surtout que quand vous allez commenter, vous allez des fois commenter les pages et derrière les pages il y a des gens et c'est souvent les services recrutement qui sont derrière ces pages-là. Vous avez sur LinkedIn la possibilité de mettre que vous êtes en recherche de quelque chose. Vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont un profil LinkedIn, c'est quand il y a un cercle vert autour, donc c'est pareil, quand on fait son profil, on dit qu'on est en recherche et ouvert aux propositions, c'est un élément important. Voilà pour cette petite présentation. J'attends vos questions, vos interrogations, vos réflexions par rapport à ce que je viens de dire et les précisions que vous souhaiteriez. Ça vaut de travailler un petit peu. Dans toutes les autres causes, moi j'ai trouvé la présentation très pertinente, très opérationnelle. Et on ne va pas reprendre les points par un, mais moi je confirme à titre personnel. Oui, je ne cherche pas de boulot. Je cherche pas, mais oui, je suis pas viré en fait. Je ne cherche pas de boulot et je reçois régulièrement des offres d'emploi. Voilà. Oui. Alors que je ne sollicite pas. Oui. Et ça, c'est lié effectivement par évidemment les algorithmes de LinkedIn. Oui. Et puis à force, voilà. Donc, oui. Et ça, moi, j'ai trouvé une démonstration des plus pertinentes. Voilà. Je pense que Rachid, toi aussi, tu vas confirmer cela. Moi, il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant dans la présentation, c'est quand vous dites que quand vous êtes en contact avec une personne, automatiquement, vous accédez au réseau de cette personne. Oui. Ce qui augmente la puissance d'impact et la visibilité. Oui. Ça, c'est un point. Donc, c'est un outil vraiment de recherche, recherche d'emploi, recherche de travail. Et qui est d'ailleurs, nous ici à l'IUT, tous les étudiants en première année, mais vous tu pourras confirmer, on les aide à faire leur profil. On les oblige à créer un compte LinkedIn. Ça rentre dans leur programme, dans leur cours. C'est évidemment, c'est avec sommaire au démarrage, et comme d'habitude, dès qu'on démarre un nouveau truc, on ne sait pas trop quoi mettre, quoi faire. Oui, mais puis ça progresse tout doucement, et puis ça démarre de là. Ouais. Moi, je vois une génération des anciens, vous voyez, qui sont au fond, là, et voici, vous avez pas reconnu, c'est ça, ouais. Hein, voilà, le réseau, il commence comme ça aussi. Hein. En première année, il y a 130, 140 étudiants. 130, 140. Ouais. Oh, si on est un petit peu des merdes, moi, je demande déjà à tous mes collègues de première année, là. Et j'ajouterais qu'ils ont tous le même âge, ou à peu près, et qu'ils habitent tous le même endroit, quasiment. Donc, sur des cas. Non, justement, il y en a qui viennent de plus loin. C'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, on a un recrutement que je vais qualifier d'assez local, mais le local, il s'étend de plus en plus. Ouais. Et on a des étudiants qui viennent du Grand Est, ouais. Puis il y en a qui viennent d'ailleurs. On a toujours, d'ailleurs, hors France, évidemment, mais de villes, on se dit pourquoi ils ont postulé à Longwy, et ça permet encore en plus d'élargir la zone géographique en termes de visibilité. Ce qui est intéressant aussi sur LinkedIn, moi je le vois à titre personnel, comme je rencontre beaucoup de gens dans ma carrière, je visite sans arrêt des entreprises, donc j'ai un très gros réseau qui doit être aux 1200, 1300 personnes, mais les algorithmes sont suffisamment bien faits pour que le fil de l'actualité qui me parvienne soit toujours cohérent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire votre profil et bien utiliser ce profil à titre de votre recherche, et comme ça il s'auto-alimentera. Et ça vaut, y compris pour ceux, je pense là par exemple, qui rentrent dans les études, dès qu'on rentre dedans,
on commence à développer le réseau en arrivant dans l'IUT et on l'enrichit au fil du temps parce qu'il va servir 3 ans après. Merci en tout cas beaucoup pour votre attention. Si vous n'avez pas d'autres questions. Très clair, très